Bonjour à tous, merci d'être présents à cette table ronde sur les lanceurs d'alerte. Merci d'être présents aujourd'hui et je remercie particulièrement tous nos invités qui vont avoir un point de vue divergent, convergent et assez développé, point de vue juridique, retour d'expérience, avis correspondant à ce que vous avez pu vivre dans les sociétés sur cette notion et cette application des lanceurs d'alerte. Alors, aujourd'hui, ce que nous allons proposer, c'est d'analyser la notion de lanceur d'alerte directement dans les organisations du travail, au sein des entreprises, et particulièrement dans les services des ressources humaines et les services paye. À ce titre-là, pour reparler et pour reprendre ce qui a été mis dans le programme de cette table ronde, on va respectivement faire le tour d'horizon de l'Europe sur ce qui se passe dans l'application de ces directives européennes des lanceurs d'alerte. On va s'intéresser particulièrement à l'application des lanceurs d'alerte dans les entreprises, c'est-à-dire organisation RH et paye. Puis surtout, ce qui va nous intéresser, c'est le retour d'expérience. Et évidemment, pour pouvoir appliquer les notions de lanceurs d'alerte, on va s'intéresser aux outils qui sont mis à disposition des entreprises pour organiser ces notions de lanceurs d'alerte et cette directive qui s'applique normalement au 17 décembre prochain. Alors, je vous remercie particulièrement. Je suis ravie d'inviter là aujourd'hui un certain nombre d'intervenants. Amine Garbi, merci d'être présent. Donc Amine Garbi, vous êtes directeur commercial d'ECS. Sophie Lasson, vous êtes directrice paye et administration du personnel du groupe Accor. Nous avions également, et je suis ravie d'inviter Claudio Interdonato, qui est directeur du business développement chez EQS pour la région Europe du Sud. Je suis ravie d'inviter Olivier Roubin, qui est le directeur du développement de Smart Global Governance. Et puis Philippe Pacotte, ravi d'être parmi nous, qui est avocat associé de chez Del Sol Avocat. Patrick Amouzou, je suis ravie de vous inviter à cette table ronde et nous avons une question directe à vous poser. En fait, en quelques mots, est-ce que vous pourriez nous indiquer quel est le schéma, la physionomie générale de la réglementation qui s'impose et qui devrait normalement s'appliquer à partir du 17 décembre prochain ? Bonjour Solange, merci beaucoup. Alors, donc effectivement, comme vous le savez, en France, le sujet de la protection des lanceurs d'alerte est un sujet extrêmement sensible, donc, puisque ça concerne évidemment les entreprises, leur écosystème, mais également le lanceur d'alerte lui-même. Donc, nous avons en France un dispositif qui est relativement ancien. Nous faisons partie donc des innovateurs quasiment dans ce domaine-là. Simplement, à l'échelle européenne, on se rend compte qu'il y a une forme de disparité dans la protection des lanceurs d'alerte, puisque seule une dizaine de pays ont mis en place un dispositif qui est complet. Les autres pays bénéficient de dispositifs, mais qui sont sectoriels. Donc, dans ce contexte-là, est arrivée donc la directive que vous connaissez, à laquelle vous faites indirectement référence, de 2019, donc du 23 octobre 2019, qui est intervenue pour harmoniser finalement le cadre européen en matière de protection des lanceurs d'alerte. Et donc, cette directive est en cours de transposition en France actuellement. Alors, il faut noter en France que nous avons un rapport qui a été établi par des parlementaires et qui souligne effectivement les éléments positifs, les avancées qui ont été apportées par la loi Sapin. Alors, ce rapport dresse évidemment les limites du dispositif, et c'est normal, et il propose un certain nombre d'améliorations, un certain nombre d'éléments. Alors, avant de rentrer dans le fond du dispositif, ce qui est important de comprendre, c'est que le dispositif de protection des lanceurs d'alerte fait aujourd'hui partie intégrante, donc à la fois de la culture des entreprises, mais aussi de leur démarche de risk management, pour des raisons que l'on aura, je pense, l'occasion de développer un petit peu plus tard. Alors, sur le cadre général, un petit rappel chronologique. Nous avons, dès décembre 2016, la loi Sapin 2, qui est venue effectivement instaurer un cadre de protection pour les lanceurs d'alerte. Notre directive européenne d'octobre 2019. En juillet 2021, nous avons donc eu la proposition de loi relative aux lanceurs d'alerte.
novembre 2021. Ce texte a été adopté par l'Assemblée nationale et nous sommes donc en pleine transposition de la directive avec un effet donc au 17 décembre 2021. Le 17 décembre 2021 étant donc la date butoir pour la mise en place de ce dispositif par les États pour la transposition donc de la directive par chacun des États membres de l'Union européenne. Alors sur le fond, quelques éléments clés. Voilà. Alors, la directive et donc le texte de transposition s'applique globalement aux entreprises ou aux organisations publiques qui ont au moins 50 agents ou salariés. Elle s'applique également aux communes qui ont plus de 10 000 habitants. Donc, toutes ces entités-là ont l'obligation de mettre en place un dispositif de recueil et de traitement des signalements. Donc, ce qui est important, c'est de parler en fait de 6 points clés. Le premier point, c'est que le texte impose la mise à disposition d'informations claires et facilement accessibles concernant les procédures de lancement d'alerte. C'est-à-dire que c'est bien d'avoir une procédure de lancement d'alerte, il est également important que les collaborateurs, les salariés, les parties prenantes puissent avoir accès à ce dispositif-là, donc qu'elles sachent que ce dispositif existe. La deuxième chose, c'est qu'il faut, une fois que le dispositif existe, qu'il soit constitué de canaux d'information conçus et établis de manière sécurisée, parce qu'il faut assurer la confidentialité à la fois du lanceur d'alerte, mais également des personnes éventuellement qui seraient mentionnées dans l'alerte, puisque tant que le signalement n'est pas instruit, il n'est pas possible de savoir si effectivement l'alerte est justifiée ou non. Ensuite, une fois que je sais que le dispositif existe, une fois que je l'ai utilisé, il faut que j'ai un accusé de réception. Et donc, la loi encadre effectivement cette notion de feedback pour faire en sorte que, dans un délai de 7 jours, le lanceur d'alerte puisse avoir un accusé de réception. Et une fois que tout ça est fait, il faut naturellement traiter en fait, l'alerte, mais il faut une personne ou un service qui doit être impartial pour assurer le suivi des signalements. Voilà. Et ce suivi doit être diligent. Et enfin, le lanceur d'alerte ne doit pas, une fois qu'il a lancé son alerte, rester dans le vague. Il doit également avancer assez rapidement, donc 3 mois à un retour d'information. Donc voilà un peu je dirais, la colonne vertébrale du dispositif tel qu'il va être mis en œuvre à compter du 17 décembre. Voilà pour le dispositif. Alors, quelques éléments très factuels. L'alerte peut-être aujourd'hui, elle peut également être à la fois écrite et orale. Le signalement peut être interne ou externe et il peut même aller, en certains cas, jusqu'à la divulgation publique. Voilà, donc voilà ce qu'on peut dire globalement pour les entreprises de plus de 50 salariés, les communes de plus de 10 000 habitants et les organisations publiques de plus de 50 salariés. Alors, qu'est-ce qui se passe pour celles qui ont moins de 50 travailleurs ou moins de 10 000 habitants? Il faut aussi un dispositif. Simplement, ce n'est pas un dispositif qui est formalisé en termes de collecte de data. Voilà, c'est un dispositif qui est beaucoup plus fluide et le signalement peut être fait directement auprès d'une personne physique. Il peut être soit le supérieur hiérarchique de l'intéressé, le lanceur d'alerte, soit son employeur ou soit un référent qui a été désigné par celui-ci. Donc voilà, Solange, les quelques éléments que l'on peut apporter en quelques minutes pour définir les principaux éléments de ce cadre et ce qui constitue la colonne vertébrale du dispositif. Merci Patrick, ça nous semble tous très, très clair ce que tu as pu exposer. On va passer là tout de suite, on coupe, et on va passer tout de suite à la deuxième question pour laquelle il faut que tu répondes en quelques phrases uniquement parce que ça fait partie du premier lot sur lequel on va avoir à échanger avec tout le monde. La question est la suivante et après je te laisse répondre. Alors Patrick, pourquoi les dirigeants d'entreprise finalement doivent s'emparer du dispositif du lanceur d'alerte avant même que les syndicats s'en prennent et s'emparent de ce sujet-là? Alors, Solange, la réponse, elle tient en fait à plusieurs éléments. La première, c'est que naturellement, il est toujours préférable d'avoir l'initiative dès lors qu'il s'agit de sujets qui sont susceptibles d'engager à la fois l'image de l'entreprise, à la fois sa responsabilité et qui va concerner le management global et la culture même de l'entreprise.
réponse, je dirais, tout à fait factuelle et subjective. Après, il y a un point qui est important, c'est que les entreprises aujourd'hui, en tout cas pour les plus grandes d'entre elles, ont engagé depuis maintenant 15 ans, donc des démarches de risk management, donc des démarches de gestion de risque, qui sont très importantes pour elles. Or, qu'est-ce que c'est qu'un signalement? Finalement, un signalement n'est jamais qu'un risque qui est révélé. Donc, c'est-à-dire que si le signalement n'existe pas, le risque existe, il est latent, voilà, il est généralement inconnu de la part des décideurs en matière de risk management, donc il n'est pas traité. Le signalement va mettre le risque à un certain degré de lumière et de connaissance. Et donc, à partir de ce moment-là, le risque va exister, il va devenir concret et il va falloir effectivement le traiter. Donc, c'est la raison pour laquelle il est important que les entreprises prennent l'initiative, puisque le risk management est un sujet managérial qui doit être à la main de l'entreprise et pas des syndicats, puisque les syndicats sont partie prenante, sont concernés, mais ne sont pas ceux qui vont supporter le risque au premier chef. Merci Patrick. Merci Solange, merci beaucoup. Mais je t'en prie, à très très vite, on te tient au courant des suites. Très bien, au revoir. Et très bonne journée, au revoir. Tout le monde te salue. Merci. Au revoir. Je vais commencer par vous lire un extrait qui, dans le cadre de la préparation de cette table ronde, a retenu toute notre attention. Je vais prendre la lecture et je vais la partager avec vous. Dans cette préparation, j'ai constaté sur le site de Wikipédia une définition des lanceurs d'alerte qui dit « Le droit d'alerte, extension de la liberté d'expression, relève historiquement du droit du travail. Son but est de protéger le salarié alertant sur des crimes ou des faits illégaux. » Autre phrase qui succède derrière, la première convention internationale ratifiée par la France et par l'Organisation internationale du travail en 1982 interdit le licenciement d'un salarié ayant alerté sur des faits illégaux commis par son employeur. Je pense que c'est une introduction assez intéressante pour cette table ronde, parce que justement, on s'intéresse à l'application du dispositif des lanceurs d'alerte dans les organisations des ressources humaines, dans l'entreprise et dans les organisations de paye. La première question, je vais la poser directement sur cette notion du tour d'horizon. On sait qu'il y a une directive qui s'impose dans tous les pays d'Europe, mais là, aujourd'hui, Amine, finalement, pourquoi les PME doivent se doter d'un système de traitement des alertes au sein de leur organisation et dans cette notion de tour d'horizon de façon générale? Bonjour à tous. Merci beaucoup Solange de me donner l'opportunité de pouvoir bien discuter, échanger avec vous. Alors, en ce qui concerne le tour d'horizon des pays européens, il faut remarquer également qu'il y a différents niveaux de maturité qui ne sont pas uniquement dus à la réglementation, mais on a notamment nos voisins nordiques qui sont quand même plus en avance sur nous. On a également nos voisins allemands qui, ces dernières années, n'avaient pas forcément besoin d'une réglementation, mais plus d'un codex local, qui leur permettait également de mettre à disposition, notamment des grandes entreprises exportatrices, des dispositifs d'alerte pour leurs collaborateurs. En France, on a décidé, via notamment cette loi Sapin 2, d'inscrire dans la loi la possibilité pour les salariés, mais également toute personne qui peut être témoin ou victime d'un crime ou délit, donc c'est relativement large, de pouvoir tirer la sonnette d'alarme auprès de son employeur. Donc ça a été un vrai changement en France, et c'est vrai que cette directive européenne s'est quand même beaucoup inspirée de la réglementation qui existait chez nous. Donc on a quand même été, comme le disait Patrick, assez précurseur et innovateur sur ce sujet. Voilà, donc peut-être Claudio, tu souhaites ajouter quelque chose à... Oui, peut-être en touchant la partie un peu on a parlé un peu des CITI et des PME. Aujourd'hui, c'est important, si on fait référence, comme Patrick l'a dit, sur la loi Sapin 2, on le regarde sur le dispositif d'anticorruption, on parle des entreprises de plus de 500 employés, mais la partie sur le dispositif d'alerte, il est à partir de 50. Donc déjà, depuis 2018, on avait une réglementation qui disait qu'on devait mettre en place un dispositif d'alerte. Après ça, aujourd'hui, avec la directive de protection des lanceurs d'alerte,
on se retrouve avec un besoin beaucoup plus marqué. On a aussi, il ne faut pas oublier, on a la RGPD qui est en chemin. Donc aujourd'hui, quand on parle de dispositifs d'alerte, on parle de la protection des employés, on parle aussi d'une traçabilité, de comment on va avoir une procédure en place. On parle des données de caractère personnel que, selon le référentiel de la CNIL, nous devons effacer les données de caractère personnel une fois après, passer maximum 2 mois après que l'investigation a été fermée ou close. Et donc aujourd'hui, on se retrouve avec des compagnies, des PME qui disaient, bon, je peux mettre en place un email et c'est suffisamment pour recevoir mes signalements. Et je me rends compte que j'ai plein de choses à faire. Je dois aussi aviser le lanceur d'alerte dans les 7 jours. Je dois lui donner de l'expérimentation dans les 3 mois. Et comment je fais pour gestionner tout ce processus qui devient de plus en plus complexe? Il y a une notion qui est assez intéressante, c'est l'approche de l'anonymisation. Le terme est assez difficile à prononcer, mais cette notion d'anonymisation des lanceurs d'alerte, c'est quand même une avancée extraordinaire parce que ce qui faisait une réticence des fameux lanceurs d'alerte, c'était le fait qu'ils étaient obligés de donner leur identité. Ça consiste en quoi, en fait, cette anonymisation? Ça c'est une très bonne question, l'anonymisation. Quand on a vu au début, en 2017-2018, où on commençait à introduire aux entreprises les dispositifs d'alerte, les gens disaient non, on veut pas ce côté d'anonymisation, je veux pas recevoir d'alerte où je ne sais pas c'est qui la personne du signalement. Hein? Et en réalité, aujourd'hui, nous, on s'est rendu compte, après des études qu'on a fait nous-mêmes et d'autres boîtes, on se rend compte qu'il y a un grand mythe. On a le souci aujourd'hui, dans l'anonymisation, qu'on puisse recevoir une alerte qui soit de mauvaise foi, fallacieuse, et donc, à un moment donné, on a peur de recevoir une alerte anonyme. Mais les études démontrent que quand il y a des cas graves dans l'entreprise où la personne est peut-être mise en danger s'il donne son identité, et donc c'est important qu'elle puisse le faire de forme anonyme. Et les pays nordiques, Amine, tu parlais de pays nordiques, c'est intéressant parce qu'on parle avec des entreprises qui nous disent ça m'intéresse pas savoir qui a fait le signalement, mais ce qui m'intéresse, c'est les éléments du signalement pour savoir s'il y a un cas qui est avéré ou pas. Donc de le savoir. Voilà. Alors j'ai une question que je pose, je vais me tourner vers Philippe. Philippe, en tant qu'avocat, on va se poser la question de quelle est la différence entre le lanceur d'alerte et puis celui qui fait de la délation. C'est quoi la limite ou quelle est la différence entre les deux du point de vue juridique? Déjà, la délation, effectivement, est un terme assez péjoratif en Absolument. réalité, parce qu'il fait écho dans notre histoire à des choses un peu délicates. Mais pour autant, le lanceur d'alerte est défini par la loi. Et dans la définition légale du lanceur d'alerte, il y a la bonne foi, la connaissance personnelle des faits, qui font que, pour que la protection s'applique, effectivement, il doit remplir ces conditions. Alors la bonne foi, il faut le savoir, a priori, elle est toujours présumée. Donc le lanceur d'alerte, qui effectivement va procéder à la révélation des faits, est normalement protégé, sauf si effectivement elle agit dans un intérêt personnel, ou alors troisième condition posée par le texte, dans une hypothèse où il ne serait pas il ne serait pas désintéressé en réalité par rapport effectivement à l'intention qui l'anime. Donc il ne peut pas y avoir de rémunération, d'autres termes. D'ailleurs, j'attire votre attention sur le point que la directive qui va normalement entrer en application prévoit un élargissement en fait des lanceurs d'alerte. Et cette question du caractère désintéressé ou pas va faire l'objet normalement d'une modification, puisque la proposition de loi qui est actuellement en discussion vise en fait l'absence de contrepartie directe ou indirecte pour être plus précis et moins ambigu. Donc voilà, la différence entre le délateur, celui qui poursuit un intérêt personnel, puisque généralement c'est pour ça qu'il va effectivement procéder à la révélation, et le lanceur d'alerte, c'est que le lanceur d'alerte va, comme le disait Claudio, porter à la connaissance de l'institution compétente, donc l'employeur en l'occurrence, puisqu'on est dans le monde du travail, ou le référent, des éléments qui qualifient une situation caractérisant une violation manifeste de la loi ou du règlement. Voilà. Donc le sujet, c'est bien celui-là. Donc très clairement, c'est la bonne foi qui constitue la grande différence entre le délateur et le délateur. Et la question qu'on va se poser immédiatement, c'est pour étayer les propos qui ont pu être partagés, présentés par Patrick tout à l'heure, l'employeur a tout intérêt à se saisir de cette organisation des lanceurs d'alerte plutôt que de laisser la capacité aux syndicats d'organiser a posteriori et de façon un peu arbitraire ce sujet-là. Est-ce que vous pouvez nous alimenter sur ces notions de priorité, on va dire, pour l'employeur? Alors avec grand plaisir.
L'employeur, d'abord, a intérêt à le faire parce que c'est sa responsabilité pénale, civile et réputationnelle. Puisqu'on sait très bien que si d'aventure le processus de recueil des alertes n'est pas correctement mis en place au regard de tout ce que disait Claudio tout à l'heure, en réalité, le premier des risques pour l'entreprise, c'est qu'il y ait une révélation sur la place publique des éléments qui sont afférents à l'infraction pénale qui a donné lieu à l'alerte. C'est une catastrophe, ça c'est clair. Ensuite, évidemment, dans les rapports sociaux, vous l'imaginez, si jamais on porte sur la place publique des éléments qui sont afférents à la violation de la loi, alors que dans le dialogue social, on sait que syndicats et partis employeurs sont quand même dans un rapport de force qui doit aboutir à la progression du dialogue social, mais quand même dans un rapport de force, c'est quand même un vrai sujet. Le deuxième point, c'est que l'infraction pénale peut être constituée, donc ça veut dire que l'employeur encourt une peine de 15 000 € d'amende et d'1 an d'emprisonnement si d'aventure, effectivement, les choses ne sont pas faites correctement. Et puis enfin, la question des lanceurs d'alerte n'est pas une question du paritarisme. C'est une question, en fait, de la bonne organisation de l'entreprise par rapport au respect de la loi. Donc c'est la raison pour laquelle, évidemment, l'entreprise doit absolument se saisir. Et je rebondis sur cette question. On a l'impression que la problématique des lanceurs d'alerte est une question de grande entreprise. Pas du tout. Comme cela a été rappelé tout à l'heure, ça concerne les entreprises qui ont 50 salariés et plus à l'effectif, c'est-à-dire la très grande majorité des entreprises en France. Or, on sait que, malheureusement, un bon nombre d'entre elles, aujourd'hui, n'ont pas encore de dispositif efficace sur la gestion des lanceurs d'alerte. Très bonne transition, merci. Mais merci Patrick. Il y a Philippe, pardon. Merci Philippe. Il y a une question que je vais poser directement à Olivier. C'est finalement, pour pouvoir s'assurer de l'adhésion des employés dans cette organisation, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment doit s'organiser une entreprise de façon assez simple? Parce que Philippe vient de parler là d'entreprises à partir de 50 salariés qui doivent s'organiser sur ce sujet-là. À 50 salariés, on ne se pose pas cette question sur cette notion de comment je dois faire, mais finalement, on est un peu désemparé quand on est dans une PME. Ouais, alors, enfin, il y a trois points, je vais dire, pour répondre à la question. D'abord, il faut regarder le processus dans son ensemble. À la base, il faut avoir une cartographie des risques qui soit suffisamment complète et suffisamment adaptée à l'organisation, qu'on parle d'une TPE, d'une PME, d'une ETI ou d'un grand groupe. Après, le deuxième point, pour moi, qui est clé, notamment qui va parler forcément aux personnes qui sont au niveau des ressources humaines, c'est la formation. C'est bien de faire des e-learning, les fameux e-learning, on en fait un dans l'année, et on en parlait tout à l'heure, ça suffit et on est tranquille. On se fait auditer, on est tranquille, on est conforme. Non, le e-learning, c'est pas une formation en soi, en profondeur. D'abord, il va falloir former le management. À quoi ça sert un outil de lancement d'alerte? Il faut démystifier tous les aspects culturels, historiques. On a vu ça tout à l'heure avec Philippe. Pourquoi c'est un intérêt pour l'entreprise, autant en interne avec ses ressources humaines qu'en externe sur le marché, pour rassurer tout le monde. Le but de tous les programmes de conformité, de gouvernance compliance, comme on l'appelle, c'est générer de la confiance. La confiance en interne, mes employés, comment je vais les rassurer? On parlait de l'anonymisation tout à l'heure avec Amine et Claudio, c'est censé rassurer. En plus, dans la formation, on l'a vu aussi avec le groupe Accor, en préparant la table ronde, on va regarder les aspects culturels. Il faut adapter des outils de formation aux cultures en fonction d'où on est. Pour rebondir sur un point de Philippe tout à l'heure, le projet de la directive européenne, donc le projet d'application en France, ne prévoit pas une rémunération pour se départir de toute mauvaise foi, de tout conflit d'intérêts. Aux États-Unis, ce qu'il faut savoir, c'est que le DOJ rémunère assez grassement ses lanceurs d'alerte. Ça peut aller jusqu'à entre 10% et 30% de la sanction économique qui est prononcée, jusqu'à plusieurs millions de dollars. C'est une question de culture. Donc, une vraie formation pour expliquer, et non pas une décision, comme on dit dans le monde anglo-saxon, en top-down. La mise en place d'un outil, tel que le signalement d'alerte, ne doit pas être une décision qui vient du management, on doit la partager avec les employés pour bien qu'ils comprennent et qu'ils se sentent rassurés, donc en confiance pour utiliser l'outil. Ensuite, le troisième point, donc cartographie des risques, formation, communication. Vous n'allez pas investir soit quelques milliers d'euros pour une petite structure, jusqu'à plusieurs pour une plus grosse structure au niveau international. Vous n'allez pas investir dans un outil si vous n'avez pas
communiquer en interne. Voilà, on a mis en place un outil. C'est anonyme, c'est confidentiel, c'est traçable, comme le rappelait Claudio, et vous avez tout intérêt à y participer. Vous êtes employé de ces entreprises. Aidez-nous à être complètement conformes, aidez-nous à ce que tout se passe bien, le bien-être au travail. L'outil de signalement d'alerte, c'est aussi, à mon sens, et pas combien, un outil de dialogue social. On évite aussi des gros problèmes très critiques. On voit bien que dans les structures, notamment, on parle des structures hospitalières, il y a du burn-out, on a vu avec la pandémie, il y a des suicides, il faut en parler, je pense. Et donc, la communication en interne. Deuxième niveau de la communication en externe. J'ai mis en place des choses en interne, c'est pas uniquement pour me faire plaisir, pour être conforme à la loi ou à la réglementation, pour faire plaisir à mes salariés. Non, c'est aussi une question d'image. Philippe rappelait la question réputationnelle. Je vais informer mes fournisseurs, mes partenaires et mes clients. Ici, tout va bien. Ici, tout va bien. On prend le sujet. C'est pas qu'une posture. C'est une question de culture managériale que je vais partager avec tout le monde. On ne passe pas une journée sans que la parole se libère. On peut affirmer cela aujourd'hui. La parole se libère et je vais me retourner vers Claudio parce que en France, la parole se libère, mais comment la parole se libère-t-elle et est-elle orchestrée dans les autres pays ? Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire en France qu'on va avoir une forme de développement assez prononcé du système, avec le système de lanceurs d'alerte, finalement, de signalement d'infraction, de fraude par rapport aux autres pays, quelles sont les proportions ? On dit que finalement, 7 cadres sur 10 en Norvège signalent des actions au sein des entreprises qu'ils jugent être non conformes à la réglementation et non conformes au principe d'intérêt général. Est-ce que comment ça se positionne la France par rapport aux autres pays d'Europe et aujourd'hui on est assez restreint dans notre façon, à part les grands événements qu'on a pu connaître et qui ont été portés médiatiquement, mais la portée des éléments dans les entreprises, est-ce que finalement les entreprises en France ne vont pas avoir peur aussi d'avoir à mettre en place ces dispositifs de lanceurs d'alerte parce qu'ils ne savent pas qu'à partir de 50 salariés, ils doivent le mettre en place. Comment ça se passe en Europe, finalement, Claudio ? Oui, c'est une bonne question, Solange. Merci. On a effectivement, je pense que c'est une question culturelle, sociologique, où dans les pays nordiques, comme les pays anglo-saxons d'ailleurs, mais ils sont un peu plus d'avance que nous. Ils sont peut-être 8 ans d'avance. Ils sont une autre culture. Ils n'ont pas eu les connotations historiques que le sud de l'Europe a eu avec la Deuxième Guerre mondiale. On sait que, par exemple, moi, je travaille beaucoup, comme je travaille dans le sud de l'Europe, je travaille avec l'Italie, je travaille avec l'Espagne et la France, et je vois cette même barrière culturelle aujourd'hui que c'est pas bien de dénoncer. Et j'utilise bien le mot dénoncer parce qu'il a une connotation péjorative et c'est le vrai mot. Et donc on utilise alerte, on utilise signalement parce qu'on n'est pas capable de dire le mot dénonciation. En italien non plus, on va pas dire dénonciazione. Les Espagnols, ils maintiennent quand même le mot dénonciation, parce qu'ils n'ont pas été affectés pareil avec le régime de Franco. Et donc aujourd'hui, on se retrouve où c'est mauvais de faire ce travail-là et on est en contre-culture, mais en même temps, on a la pression européenne de que, aujourd'hui, avec la directive de protection des lanceurs d'alerte, on veut que tout le monde soit sur le même régime. Mais quand même, on voit depuis les 3 dernières années un changement. On a parlé d'anonymisation, c'était mal vu. Aujourd'hui, on l'accepte. On sait que en réalité, on ne reçoit pas tellement d'alertes fausses. Il y a vraiment un besoin qu'on génère de la confiance auprès des entreprises. Donc, c'est un changement qui va se faire peu à peu. Je pense que les entreprises doivent comprendre aujourd'hui que c'est dans leur bénéfice d'avoir un dispositif d'alerte, parce que ça leur donne de la transparence, ça leur donne de l'assurance au cas qu'il y a des actes de mauvaise conduite, des actes de principe qui doivent être détectés et qui n'ont pas été détectés, par exemple, par une audit interne. Et voilà. Et donc, à partir de là, je pense qu'on va commencer à avoir des bénéfices de mettre en place ça. Et aussi, ça va faire qu'une compagnie, elle va devenir beaucoup transparente. Aujourd'hui, on travaille plus tout seul. Aujourd'hui, on est même dans la loi Sapin 2, on est dans l'évaluation des tiers. Et quand le tiers veut faire un partnership avec nous, ou on veut recruter une personne, ces personnes-là veulent savoir
est-ce que je vais travailler en confiance? Est-ce que la compagnie, elle est transparente? Est-ce qu'on a des valeurs éthiques à l'intérieur? Et tout ça, c'est ce qui est en train de se construire et c'est la tendance des années à venir où on devient une compagnie pas seulement de compliance, de conformité, mais une compagnie de valeurs éthiques. Exactement. Et c'est vrai, je me permets d'intervenir également, Claudio, parce que ce que tu dis est extrêmement important, notamment sur la fin. C'est qu'aujourd'hui, on n'a plus uniquement cette pression réglementaire, on a une pression sociétale. On a un changement aussi de mœurs également. La société évolue et des actes, des comportements qui, il y a quelques années, étaient encore acceptés, passés sous le tapis, eh bien, c'est des choses qu'on n'accepte plus. Et c'est vrai que, au-delà du contexte réglementaire, il y a aussi cette pression sociétale des jeunes aussi qui est portée, mais des moins jeunes également, qui se disent, bah tiens, est-ce que la société pour laquelle je vais travailler aujourd'hui, est-ce qu'elle respecte un certain nombre de valeurs? Quelles sont-elles? Et aujourd'hui, moi qui recrute parfois également des collaborateurs, eh bien, ils me posent la question et ils me disent, mais attendez, au-delà juste du salaire, des conditions, du business, etc., quelles sont les valeurs de votre entreprise? Qu'est-ce que vous avez concrètement mis en place pour qu'on se sente bien au travail? Et c'est vrai que c'est un sujet aujourd'hui. Lorsqu'on a mis en place les bons processus, lorsqu'on a mis également en place les outils, de dire tenez, j'ai eu peut-être des déclarations sur le système d'alerte qui sont tombées, on en a traité tant, et voilà comment on a résolu ces problématiques. Et pour aller un peu plus loin, en France aujourd'hui, et pour reprendre ce que tu disais Claudio sur ces changements qu'on a connus, on n'a plus globalement des alertes responsables depuis la mise en place de Sapin 2. Les gens ont quand même pris le pli. Parce que on a une société qui évolue. Lorsqu'on envoie une alerte, on connaît les tenants aboutissants et on sait très bien qu'on va engager sa responsabilité. Et puis pour reboucler un peu sur l'anonymat, aujourd'hui, lorsqu'on a quelqu'un qui est anonyme, souvent c'est une alerte qui est avérée. Donc autant mettre en place l'anonymat si moi je suis PDG d'une entreprise ou directeur général ou carrément directeur juridique. Je me dis, il vaut mieux avoir une alerte anonyme qui tombe dans mon système que de ne pas l'avoir et au final avoir une situation qui va perdurer, peut-être conduire à un risque pénal, à un risque financier et surtout à un risque réputationnel. Je voudrais juste rebondir sur ce point-là qui me paraît capital, parce que mon sujet c'est le droit, mais c'est vrai que quand on prend de la hauteur de vue et qu'on s'intéresse aux éléments culturels, eh bien effectivement il y a des éléments concordants qui sont intéressants. On parle aujourd'hui des lanceurs d'alerte et on parle effectivement de la posture de l'entreprise au regard des pratiques anticorruption. C'est un élément de culture, c'est un élément de culture sociétale, mais c'est aussi un élément de culture d'entreprise. Parce que comme on a vu la RSE qui s'est installée il y a des années en réalité comme aujourd'hui un facteur réel dans l'activité des entreprises avec des contraintes, mais aussi des prises en compte, un benchmark en réalité qui est effectué sur le marché. Je pense que dans les années à venir, nous aurons exactement le même sujet sur les problématiques éthiques et par ailleurs sur les lanceurs d'alerte. Je pense que les entreprises devront prendre des engagements et communiquer sur ces engagements pour être effectivement reconnus comme des acteurs de confiance. Donc ça aussi, c'est des éléments structurants et profonds qui vont faire qu'on est sur une lame de fond. Elle est en train d'émerger. La législation se met en place, parce qu'évidemment, il y a toujours l'impulsion de la contrainte, c'est normal, mais elle se transforme aujourd'hui et les acteurs sont en train de s'en inspirer. Donc je pense que c'est extrêmement positif. Je pense, comme disent certains experts, je vais reprendre leurs termes, le prochain siècle, la prochaine décennie est la décennie des lanceurs d'alerte. Tout le monde le dit, à l'international encore plus qu'ici en France. Vos interventions sont précieuses et nous permettent d'arriver là à ce chapitre qui est absolument important et qui nous concerne. C'est pour ça qu'on est aujourd'hui autour de cette table. Les lanceurs d'alerte, certes, mais au sein de l'organisation du travail. Et faisons un focus sur ceux qui finalement gèrent les hommes, les ressources humaines, et ceux qui voient, qui constatent, qui gèrent, qui administrent et qui finalement appliquent aussi certaines modes de gestion qui peuvent être contradictoires avec ce que la réglementation impose, les gestionnaires de paye. On est à l'ANFP, Association nationale française de la paye, donc on s'arrête, on analyse les comportements et on se pose la question, et nous posons la question de finalement dans les organisations des ressources humaines et dans l'organisation de la gestion de la paye, comment les lanceurs d'alerte vont s'organiser et vont agir. J'ai plusieurs questions à poser, tant à Sophie qu'à Philippe, sur la notion d'organisation, puisque Sophie, vous êtes directrice de l'administration du personnel et de la paie du groupe Accor.
Philippe, en tant qu'avocat, bien évidemment, vous avez un point de vue de l'approche compliance, réglementation avant que l'organisation des lanceurs d'alerte en interne aille jusqu'au parquet, il y a quand même un certain nombre de pratiques à avoir. Première question que je pose, qui est assez particulière, est-ce qu'un DRH et un directeur de paye a le droit d'être lanceur d'alerte? Pourquoi? Je pose cette question tout simplement parce que vous voyez tout, vous administrez tout. Sophie, est-ce qu'une directrice de la paye a le droit d'être lanceur d'alerte? Plus globalement, au niveau des équipes RH et paye, ça ne sont pas moins des hommes et des femmes qui vivent dans le monde du travail. Les jeunes qui nous rejoignent, comme vous venez de dire, Amine, sont de plus en plus attentifs à la qualité de l'environnement. Il y a le salaire, certes, mais il y a aussi l'éthique, le bien-être, les risques psychosociaux. Globalement, la qualité de vie au travail est très importante et le devient de plus en plus. On le sait par les textes, il y a 3 grands domaines qui sont exclus de la notion de lanceur d'alerte, la défense nationale, le secret médical et le secret, Philippe, vous le savez, des avocats. Donc voilà, ça c'est un point, voilà, le point est émis. Donc à partir du moment où les collaborateurs des services de paye et des services RH sont des hommes et des femmes, certes ils ont un devoir de réserve par rapport à leur fonction, mais il y a tellement de sujets qui sont dans le lanceur d'alerte, la compliance, la santé, la sécurité, l'environnement, le droit humain au sens large, harcèlement moral, harcèlement sexuel. Je pense que ce sont des collaborateurs qu'il faut embarquer aussi sur le sujet et ils sont en droit, en devoir. Peut-être aussi, Philippe me confirmera ou infirmera, mais de pouvoir être embarqué sur ce sujet-là. Donc en fait, si je traduis bien ce que vous dites, un gestionnaire de paye, un responsable paye, ne doit pas attendre simplement un contrôle de l'administration pour vérifier si l'organisation et la gestion de ce qu'il fait est en accord avec ce que la réglementation lui impose. S'il pense qu'à un moment donné, il y a des choses qui sont divergentes avec les règles, il peut être lui-même lanceur d'alerte sur des choses sur lesquelles... Je vais parler volontairement de cette notion qui est assez difficile à voir sur certains sujets, du travail illégal, par exemple. Du travail illégal. Je vois tout le monde hocher de la tête. Je vais juste, cher maître, oui. On rentre dans la notion de travail illégal quand on dépasse le contingent des heures supplémentaires. Alors, le travail illégal et les heures supplémentaires, c'est une belle question, Solange. Le seul fait de dépasser le contingent des heures sup ne traduit pas du travail illégal. Heureusement pour nous, on peut encore plaider ces dossiers. Pour autant, si d'aventure il y a une intention de la part de l'entreprise de s'organiser de sorte qu'elle élude la législation sur les heures supplémentaires, ça c'est du travail illégal. La question, c'est que le lanceur d'alerte, donc typiquement un collaborateur d'une équipe RH, comment va-t-il savoir qu'effectivement il n'est ou il n'est pas dans le scope du travail illégal? Ça, c'est une vraie question. Et ça entraîne d'autres questions pour lui. Premièrement, il est en fait dans une situation privilégiée, puisque c'est lui qui finalement est plus ou moins aux commandes. Deuxièmement, a-t-il ou pas lui-même participé à la commission d'infraction? Ça, c'est aussi un vrai sujet. Troisième élément, comment gère-t-il son conflit de loyauté par rapport à l'employeur? Puisqu'évidemment, d'abord, il a une obligation de loyauté dans son contrat de travail, mais deuxièmement, évidemment, par sa fonction, sa posture, son positionnement dans l'organigramme, les informations qu'il détient, l'action qu'il aura commise, eh bien, à un moment donné, ça peut lui poser un problème parce que, voilà, va-t-il effectivement porter à la connaissance par le biais d'un processus de recueil des alertes, cette situation-là ou pas? Eh ben, franchement, la réponse est assez compliquée évidemment, vous imaginez bien qu'il y a autant de réponses que de situations possibles. Mais, en tout cas, on peut dire qu'il a la possibilité de le faire, évidemment, c'est conforme au texte. Est-ce qu'il a le devoir de le faire? Bah là, je pense que la pratique nous montrera comment ça se passe, mais moi, j'ai pas de réponse toute faite à vous faire, c'est évident. Moi, j'ai une question pour toi. C'est ma casquette ancien responsable juridique. Où tu mets le curseur entre cette obligation de loyauté dans le contrat de travail et ce devoir d'alerte? Qu'est-ce qui prime? Est-ce qu'on va... c'est une discussion qu'on avait avec Solange. Est-ce qu'on va faire évoluer le contrat de travail, là?
Alors, faire évoluer le contrat de travail, ça m'étonnerait, puisque le contrat de travail, vous le savez, c'est en réalité pour 90% de son contenu, en dehors des aménagements liés à la rémunération et liés à un certain nombre de clauses sensibles, la reprise de l'état de la législation, de la jurisprudence pour l'essentiel. Donc, il n'a pas vocation à évoluer. Si d'aventure il doit évoluer, à mon avis, c'est pas sur ce point-là, mais sur la question de l'opposabilité, en fait, du code éthique, du code de bonne conduite ou de la procédure de recueil des lanceurs d'alerte, pour que on ait la capacité de pouvoir démontrer que la personne éventuellement concernée par cette question, qui serait donc mise en cause dans le processus, était bien informée en fait des différents dispositifs. Donc là, il y aura un vrai sujet que je pense on traitera tout à l'heure. Mais sur le conflit de loyauté, on ne peut pas le résoudre par la voie du contrat. Effectivement, il y a deux normes qui s'opposent. Le fait d'être en position de pouvoir porter à la connaissance des tiers, c'est-à-dire soit mon employeur, soit le référent en matière de lanceur d'alerte, soit l'autorité judiciaire si jamais on passe au step numéro 2, soit la connaissance du public si on passe au step numéro 3, d'une situation qui constitue en fait, alors je le rappelle quand même, une violation manifeste de la loi ou du règlement, c'est-à-dire des délits ou alors des crimes. Donc on parle quand même d'infractions graves. On ne parle pas non plus d'instituer le lanceur d'alerte comme finalement le contrôle de conformité de tout ce qui se passe dans l'entreprise. Et puis par ailleurs, l'obligation de loyauté qui suppose qu'effectivement, ils ne prennent pas des actes où ils ne tiennent pas des propos qui à un moment sont de nature à porter atteinte à l'intérêt de l'entreprise. Donc voilà en fait quelle est la balance. Eh bien, on va revenir à ce qu'on se disait en début d'intervention. La bonne foi. La bonne foi. Si de bonne foi, effectivement, il y a une violation manifeste et caractérisée de la loi ou du règlement, a priori, il devrait effectivement se comporter comme un lanceur d'alerte. Sophie a rappelé tout à l'heure, à juste titre, que un avocat est organisé par sa profession, a une obligation de secret. Quand on est dans le domaine de la paye, autant vous avez une obligation et un engagement de secret de réserve qui est inscrit dans votre métier. Les experts comptables ont aussi une forme de protection dans leur façon d'avoir à gérer aussi. Je parle de cela parce que ce sont eux aussi qui peuvent avoir à gérer la paye. Je pose la question, là, de façon volontaire. Dans cette organisation de la loi qui existe, nous avons les salariés, mais nous avons aussi la branche des conseils qui sont extérieurs aux entreprises, qui sont eux aussi dans une capacité d'être lanceurs d'alerte. Se pose la question, au niveau d'un service RH et d'un service paye, quand on est au fait, je parle là en tant que, pour ma part, expert dans ce domaine-là, quand on est au fait et qu'on a connaissance d'un certain nombre de choses qui sont relativement disgracieuses par rapport à la réglementation, a-t-on la capacité et devons-nous être lanceurs d'alerte? Comment ça se passe dans les autres pays? Que font les sociétés conseils extérieurs? Bon, moi, je pense que Solange, c'est une question plutôt très légale. Je me disais que savoir le point de vue de Philippe, mais d'un point de vue, je pense que il y a une barrière entre l'information qui est secrète et une mauvaise conduite. Ici, il n'est pas question pour le lanceur d'alerte d'avoir à divulguer un secret corporatif. On cherche simplement à signaler un acte de mauvaise conduite qui va en compte du code de conduite de l'entreprise et qui peut affecter potentiellement la personne elle-même ou son environnement. C'est-à-dire que moi, je peux signaler, par exemple, un cas d'harcèlement qui peut être de moi-même ou de mes collègues. Et c'est la responsabilité de l'entreprise de recevoir cette alerte, premièrement, voir les éléments pour pouvoir dire que c'est une alerte avérée, et devoir faire le travail responsable de remédier à la mauvaise conduite. La question que j'ai à poser à vous tous, c'est peut-être Olivier qui organise les choses avec Amine et vous, Claudio, c'est au sein d'une entreprise, qui organise ce système de lanceurs d'alerte? Parce que les questions sont assez importantes. Entre une entreprise qui fait 50 salariés et une autre qui fait 10 000 salariés, dans le groupe Accor, il y a un service qui a mis en place ce système-là. Dans les autres entreprises, dans les collectivités hospitalières, quels sont les services
Est-ce que c'est le service RH qui doit le faire? Est-ce que c'est un service particulier? Ouais. Amina? Oh, mais c'est une question extrêmement pertinente. Alors, nous, en tant que prestataires, et je rappelle qu'Euronext Corporate Services fournit voilà, des dispositifs d'alerte, on est amené à discuter avec des personnes vraiment différentes au sein de ces organisations qu'on a citées. Parfois des gens qui ne maîtrisent pas toutes les subtilités juridiques et ont vraiment besoin d'accompagnement. Donc, selon la taille, souvent, quand on parle d'une PME, ça va être soit directement le fondateur ou le directeur général, président, enfin tout dépend vraiment de son titre, ou une personne des ressources humaines qui va être également vraiment en amont sur ces problématiques parce qu'elle connaît le sujet, notamment les risques psychosociaux et d'autres problématiques comme le harcèlement sexuel sur lesquels les personnes dédiées RH sont plutôt bien formées, connaissent bien le sujet et savent le gérer. Sur les autres sujets qui vont rentrer dans le dispositif d'alerte, et Dieu sait qu'il y en a, et il y en aura sûrement d'autres, notamment tout ce qui va être anticorruption, tout ce qui va être lié à la fraude. On peut aussi parler de tout ce qui va être lié à blanchiment, financement du terrorisme. Ce sont des vrais sujets, et pour nous, mettre toute cette responsabilité sur les dos de certaines personnes qui ne connaissent pas forcément les tenants et aboutissants de la réglementation et ne savent pas comment tirer la sonnette d'alarme, ça peut être assez compliqué à gérer. Donc c'est pour ça que lorsqu'on a une PME ou ce type d'organisation, on préconise quand même de se faire accompagner soit par un avocat, soit par un conseil, même un cabinet spécifique qui a la connaissance sur ça. Pardonnez-moi, il y a un élément important ici, c'est l'élément de confidentialité de l'information. Je pense que c'est important qu'on le sorte. Parce qu'en réalité, c'est ce qui est intéressant quand une alerte elle arrive. C'est pas toute l'organisation qui doit le savoir, c'est pas toutes les personnes. Donc, on peut avoir un cas de discrimination qui peut être envoyé vers le département de RH. Parce que le département de RH, c'est celui qui peut-être qui a le rôle d'être capable de donner suite à cette alerte. Et comme il dit Amine, le cas de fraude ou de corruption, il irait vers une autre équipe de personnes. Donc, c'est important qu'on ait un système en place, qu'on ait en place une procédure où on a vraiment des assignations de rôle selon les critères des alertes. Alors, une intervention sur comment organiser qui fait quoi en réalité. Une petite précision quand même, c'est qu'en réalité, l'entreprise a la faculté soit de gérer ça en interne, soit de confier ça en fait à un partenaire extérieur qui va pouvoir prendre en charge le traitement de cette question en assurant justement toute la problématique de l'anonymisation, de la confidentialité, du traitement des délais. Parce que les délais, on n'insiste pas trop là-dessus, mais c'est extrêmement important parce que c'est ça qui permet effectivement de contenir l'information à l'intérieur de l'entreprise avant qu'elle puisse éventuellement divulguer vers l'extérieur. Et ces éléments-là sont vraiment très très importants. Et donc le fait de pouvoir externaliser permet aussi à l'entreprise d'acheter finalement une assurance en termes de compliance. Est-ce que vous pouvez nous rappeler en quelques mots les délais quand même? C'est important. Patrick l'a dit tout à l'heure. Je crois que c'est important de rappeler qu'on a des délais vraiment à tenir et qui sont aussi appliqués dans ce processus de lanceur d'alerte. Vous pouvez nous le rappeler en quelques mots? Très vite. En réalité, pour l'instant, l'état de la législation et avant que la directive ne soit transposée dans des conditions définitives qu'on ne connaît pas encore. Absolument. Il y a donc 3 étapes dans le processus d'alerte. Une première étape au terme de laquelle l'alerte arrive effectivement en interne auprès soit du référent désigné par l'entreprise interne ou externe, soit auprès de l'interlocuteur dédié qui doit bénéficier, je le rappelle, des moyens, des compétences de l'autorité pour qu'effectivement il puisse être institué comme récipiendaire de l'information. À partir de ce moment-là, le délai doit être défini dans la procédure de recueil des alertes. C'est donc à ce moment-là un délai qui est propre à chaque entreprise. Si d'aventure, effectivement, ce délai n'est pas respecté ou l'alerte n'a pas été donnée correctement ou alors le lanceur d'alerte n'a pas eu effectivement un accusé de réception clair, formalisé, qui lui permet de connaître exactement en fait le régime selon lequel cette alerte sera traitée, et à ce moment-là, il y a une deuxième étape qui va poindre et qui va concerner en réalité éventuellement la divulgation d'alerte auprès des autorités compétentes, donc judiciaires notamment, ou administratives. Et malheureusement, si effectivement il n'y a pas de traitement, alors dans un délai qui est fixé par la loi qui est de 3 mois, à ce moment-là, il y a divulgation sur la place publique possible en fait de l'alerte, donc c'est-à-dire notamment auprès des médias. Donc voilà quel est le format dans lequel on s'inscrit et qui effectivement est un format contraignant, parce qu'en réalité, ces délais sont courts par rapport à la notion d'alerte. Il ne faut pas oublier que dans ce délai-là, l'entreprise doit à la fois donner les modalités de l'accusé de réception, donner les indications nécessaires en fait au lanceur d'alerte sur la manière dont il va effectivement voir traiter son alerte, déclencher l'enquête, puisqu'il y a une enquête qui doit effectivement permettre de qualifier si l'alerte est justifiée ou pas,
et donner des suites à tout cela. Vous voyez bien qu'en fait, le délai est extrêmement court. Donc, ça suppose quand même que ce soit des gens qui soient un peu aguerris et rompus à ce type de questions pour donner les bonnes indications et déclencher les bonnes modalités de traitement. Et face à cette complexité-là, il y a les outils technologiques qui sont là pour sécuriser, pour faciliter tout ça. Mais pour compléter la réponse à la question, on en revient à la décision. Qui décide? Et donc on en revient à la culture. Est-ce que la personne qui décide a bien la culture de la conformité, de la compliance? Prenons uniquement la fenêtre Sapin 2, anticorruption. Est-ce que la patronne ou le patron va se dire je vais mettre quelques centaines ou quelques milliers d'euros par an pour mettre en place un système pour me permettre d'être conforme et surtout à pouvoir gérer toutes ces alertes avec la façon, donc traçabilité, confidentialité, secret, etc. J'avais tout ce niveau de complexité que tu rappelais, en automatisant au maximum. Mais on dit, hein, c'est des chiffres, pour 1 euro dépensé, on évite d'en payer 3 ou 4, parce que quand on regarde le niveau des sanctions, corrige-moi si je me trompe. Et pour en venir donc à la communication qu'on parlait tout à l'heure, 6 projets sur 10, parce qu'on n'a pas communiqué ou parce qu'on a mal communiqué, sont des échecs. Donc l'argument qui est de dire, quand on a une courte vue, qui est de dire j'ai pas le budget, ou alors le risque n'est pas encore là, voilà, ça sert à rien, on va mettre la boîte devant la porte et puis ça suffit. Ben non, c'est une grosse erreur. Il y a une phrase, une punchline, comme on dit, qui est connue dans nos domaines, avec Claudio et Amine. Vous pensez que la conformité, c'est trop cher? Essayez la non-conformité. Voilà. C'est une sacrée punchline, quand même. C'est une sacrée punchline. Sophie, tu veux rebondir dessus? La communication autour du sujet est hyper importante, comme dans tout projet. La communication, c'est le nerf de la guerre, quelque part. Et ensuite, c'est le porteur du projet. Avec toute la bonne volonté et la bonne virtuosité des équipes, il faut que le sujet soit porté par les équipes dirigeantes de l'entreprise. Et derrière, un groupe projet se constitue avec des financiers, des RH, des experts de tous les sujets afférents aux lanceurs d'alerte. Mais il est primordial que le sujet soit porté en haut lieu et dans toute sa grandiosité d'éthique et de vertueux pour... voilà. Je tiens à préciser, au regard de ce que dit Sophie, et ça me paraît très important, que dans les recommandations, l'AFA dit que l'investissement de l'équipe dirigeante fait partie des éléments essentiels du procédure de compliance. Donc très clairement, dans le cadre des contrôles qui seront menés, et donc de la vision réglementaire du sujet, si l'équipe dirigeante ne s'investit pas, et ça c'est quelle que soit la taille de l'entreprise, en réalité, il y aura un sujet. C'est une des priorités normales. Absolument. Parce que c'est une des plus grandes barrières. Je pense que s'il n'y a pas le tone of the top, comme on le dit, que c'est vraiment le message, il est compromis par la direction, et donc il n'y a pas un effet de confiance qui se génère au niveau de la société. Et en cas de contrôle de l'AFA, pour reprendre ton exemple, l'AFA va regarder, en termes de micromanagement des risques, qu'est-ce qu'on a mis en place, comment on l'a mis en place, est-ce qu'il y a des programmes de formation sur la durée, est-ce qu'il y a un suivi, est-ce qu'il y a une traçabilité, est-ce que la direction, le conseil d'administration, quoi qu'on dise, il y a une vraie responsabilité des administrateurs maintenant, et donc le ou la CEO, voilà, traçabilité ça, donc quoi qu'on fasse, de toute façon, à un moment donné, l'AFA, en cas de contrôle, va bien s'apercevoir que ça n'est pas venu de la direction, ça n'a pas été partagé, ça n'a pas été mis en place, et quand on va mettre en relief les pouvoirs, le budget, les capacités d'une organisation, les connaissances de cette organisation-là, avec le risque avéré, en général, à la fin, on connaît la fin de l'histoire. Alors, on va aller assez rapidement sur les retours d'expérience, parce qu'on est resté sur des notions, et avec l'illustration qu'a pu nous donner Sophie au sein de son organisation, qui est le groupe Accor. Les retours d'expérience sont assez importants, c'est-à-dire qu'on peut avoir des retours d'expérience vertueuses. Tu as parlé de ROI tout à l'heure. Retour sur investissement, c'est important. Quel est-il ? Ce qui va nous intéresser là tout de suite, c'est quel est le retour d'expérience, quelles ont été finalement les expériences fructueuses, mais aussi non fructueuses. On a
un peu ébauché ce sujet-là tout à l'heure. C'est assez important peut-être de faire un arrêt sur image sur certaines expériences qui ont été infructueuses. Pourquoi ont-elles été infructueuses? Et puis finalement, pour conclure cet avant-dernier chapitre qui nous rassemble aujourd'hui, qu'est-ce que l'on doit faire pour que ça fonctionne correctement? Alors, qui veut prendre la parole? Alors, moi, je veux bien, parce qu'il y a certains sujets qu'on a évoqués qui répondent également en partie à cette question. Alors, le premier sujet, je pense qu'il faut que les instances dirigeantes soient impliquées, mais également les syndicats, on en a parlé tout à l'heure. Et c'est vrai qu'il ne faut pas les impliquer uniquement à la fin du processus, une fois qu'on tamponne le tout et qu'on dit, bon, on a déjà tout choisi, on a déjà tout fait, voilà, vous êtes devant le fait accompli. Je pense qu'il faut impliquer les gens et il faut avoir en amont cette communication de la part des instances dirigeantes et de la personne qui porte le projet. Ça peut être les ressources humaines, ça peut être la direction de la conformité ou direction juridique, ou même la direction générale. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, je pense qu'il y a un vrai travail de communication, puisqu'on parle d'exemples concrets. Moi, j'ai des exemples concrets. Une société de 50 collaborateurs qui est un fournisseur, qui est un donneur d'ordre, qui est un grand groupe, qui, dans le cadre d'un appel d'offres, s'est dit « je vais m'équiper de ce système ». Parce que j'y crois, parce que je souhaite mettre de l'éthique pour mes collaborateurs. Lorsqu'il y a un problème, je souhaite qu'il me soit remonté de manière confidentielle à travers un système qui fonctionne, qui marche. Et de deux, en fait, ça me permet également de rentrer dans des appels d'offres sur lesquels, potentiellement, je pourrais bien me positionner avec une note RSE, et on rejoint un peu ces sujets-là, qui valorisent mon entreprise. Donc, je trouve que c'est extrêmement vertueux. Et puis, ça a un aspect aussi business, parce que lorsqu'on dépense de l'argent, quand on est dans une TPE, PME, on pense surtout au retour sur investissement. Et là, ça peut être plus ou moins concret. Deuxième exemple que j'ai, entreprise de 12 000 collaborateurs, mise en place du dispositif d'alerte, aucune communication autour du dispositif, et bien évidemment, aucune alerte. Donc, c'est vrai que si on fait ça uniquement pour cocher la case, et en cas de contrôle, comme tu le rappelais Olivier, dire moi j'ai mis quelque chose en place, ça fonctionne pas. L'implication des instances dirigeantes est importante, et la formation et la communication autour du dispositif, pas uniquement, je dirais, centré sur le dispositif, mais du programme de conformité, d'un programme éthique qu'on met en place, parce que ça ne doit pas juste, à l'ordre du jour, avoir un seul élément, mais ça doit faire partie d'un ensemble, ça doit s'articuler dans une politique globale de l'entreprise. Pour nous, et pour moi, enfin, ces deux exemples sont quand même assez frappants, de se dire, tiens, une PME, très petite PME de 50 collaborateurs a bien fait son job, et une grande entreprise, malheureusement, est passée un peu à côté. Et c'est dommage, parce que la grande entreprise a mis des gros budgets sur notre outil. Voilà. Chez QS Group, on a mis en place, dans les 3 dernières années, peut-être, on a fait plutôt 2018, 2019 et 2021, on a fait un rapport sur des dispositifs d'alerte. Donc, on est allé à plus de 1200 entreprises en France, en Suisse, en Allemagne et en Angleterre. Et on leur a posé des questions pour avoir un retour d'expérience sur ce qu'ils avaient fait. Ce qui est plus clair dans l'intérieur de cette étude-là, ce que moi, je mets en première position, c'est les résultats. On nous dit que 80% des alertes reçues, des signalements reçus, sont des cas graves financiers qui ont pu être on a reçu, qu'on a été capable d'arranger. On dit effectivement que dans le nombre de signalements qu'on a reçus, 65% de ces signalements-là sont avérés. On a à peu près autour d'une trentaine, 30% qui sont non avérés. Et on n'a que 4%, entre 4% et 8% qui ont été des cas d'alerte non fondée, mais pas seulement non fondée, mais fallacieuse ou fausse. Injustifiée. Et donc, vous voyez ici, il y a un rapport de force où on peut démontrer qu'un dispositif d'alerte, c'est vraiment, ça a une action positive pour une organisation. Réellement. Donc, voilà. Moi, c'est ce que je retiens de toute l'expérience. Je retiens le chiffre qui est important, 4% d'alertes qui sont injustifiées. Ça veut dire qu'il y a une prise de conscience de la part des lanceurs d'alerte sur la véracité, ce que vous disiez là tout à l'heure, c'est qu'il y a une vraie prise de conscience sur la véracité des propos qu'ils peuvent avoir à présenter et sur le fait de se poser
beaucoup de questions avant d'aller vers ce signalement ou ces infractions qu'ils peuvent avoir à constater. Donc, il y a une vraie prise... C'est ce qui fait la différence entre celui qui a envie de faire de la délation et celui qui fait le lanceur d'alerte, parce que c'est normé, c'est cadré, et avec cette organisation très rappelée par vos soins là tout à l'heure, avec un timing, un format bien particulier, on rentre dans un système où on rentre dans un tunnel duquel on ne sort pas de façon naturelle. C'est traité, c'est géré. 4%, c'est un chiffre que l'on peut retenir, parce que j'allais poser la question et vous m'avez répondu bien avant. Finalement, quelle est la proportion du nombre d'alertes qui s'avèrent injustifiées, non fondées, et qui finalement sont infructueuses derrière? Mais les gens sont responsables. Oui. Il faut arrêter cette gabegie, cette vue de l'esprit de dire les employés, alors on parle de la France, les employés en France, mais partout ailleurs, passent leur temps à parler mal de leur direction ou de leur entreprise. Tout le monde a en tête de l'ouvrier sur une chaîne de montage jusqu'à très haut dans une direction, même si c'est sur une plage pour profiter des actions. Tout le monde a en tête que le sort de l'entreprise, l'avenir de l'entreprise, on en fait part. On est actrice, on est acteur de l'entreprise. Donc, casser son outil de travail, il n'y a que des dingos qui sont de temps en temps sur des piquets de grève qui ne sont pas forcément justifiés pour ne pas y penser. Celles et ceux qui ont... Alors, on a vu les gilets jaunes ces dernières années, etc. Ils ne sont pas allés pour ennuyer leur direction ou leurs entreprises. Ils sont allés parce qu'ils n'ont pas eu le choix, parce qu'ils voulaient se faire entendre. Donc, encore une fois, je reviens, cet outil, ce n'est pas qu'un outil technologique, un outil de signalement d'alerte, ce n'est pas qu'un outil pour être conforme à une réglementation, c'est aussi un outil de dialogue social. C'est un outil de mieux-être au travail, sans parler de bien-être au travail. Et quand on prend des exemples qui ont été remontés à la NFP, on parle du milieu hospitalier notamment, avec un investissement mineur, et je crois que Amine et Claudio pourront être à disposition pour en parler, il ne faut pas investir des dizaines de milliers d'euros pour avoir un système pour permettre d'avancer et de sécuriser, de donner confiance à tout le monde. Et là, c'est bien pour les employés, pour que ça se fasse mieux. Et le dialogue social avec la direction. Oui, la direction, de toute façon, ils ne vont pas investir parce que, vous comprenez, ils n'ont pas le budget, ça ne les concerne pas. Si, mais encore faut-il leur expliquer. Et là, avec Claudio, on intervient souvent dans les conférences aussi, et on parle d'évangéliser. Il faut évangéliser. Et je crois que la NFP a pris une bonne initiative de s'adresser effectivement au RH et à la gestion de la paix, parce que ils sont en première ligne. Mais en fait, cette idée de lancer cette table ronde est née simplement d'expériences sur le terrain vécu. On rentre dans un service, on expertise un service dans nos actions, et puis on voit devant la porte fermée du service RH Paye, une porte fermée où c'est marqué « Vous ne pouvez rentrer qu'à partir de 15h et jusqu'à 17h ». Et surtout, si vous avez des choses à dire que vous trouvez injustifiées, il y a une boîte et vous mettez dedans. Et quand pleine, alors on peut rien mettre dedans. Et ce qui est terrible, c'est qu'elle est pleine, la boîte. Ce qui est terrible, c'est qu'elle est pleine, la boîte. Mais surtout, ce qui est terrible, et c'est pour ça que cette table ronde a cette nécessité, parce que ces organisations-là n'ont même pas connaissance, je le dis avec beaucoup de sérieux, n'ont même pas connaissance de ces directives européennes. Elles le voient de loin, mais elles ne pensent pas que c'est applicable à elles. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand elles ouvrent la boîte noire, la boîte à idées, elles ouvrent et disent « Ah tiens, ça, je reconnais l'écriture d'un tel. » Franchement. Ah mais tiens, ça je sais que ça vient de tel service. Je sais, je l'ai vu hier en réunion syndicale. Donc en fait, vous imaginez que la justice sociale se fait à l'intérieur du service? Évidemment. Cette notion de volonté de faire cette table ronde, c'est d'avoir à dire qu'il y a une approche très vertueuse de cette application de cette directive. Il faut la comprendre, il faut l'évangéliser, il faut en être ambassadeur, et il faut comprendre aussi, et c'est un échange qu'on a eu tellement de fois, c'est qu'il y a un retour vertueux au sein des organisations. Sophie, tu le vois au sein de ton organisation, mais il y a également quelque chose qui est important, par l'anonymisation, c'est cette capacité d'avoir à parler sur des situations qui peuvent être extrêmes. Parce que bien évidemment, le monde de l'entreprise n'est pas un monde aussi où les choses se passent de façon toujours très vertueuse et correcte. Sinon, cette loi n'existerait pas, ces directives non plus.
Alors justement, je crois que l'un des points essentiels de cette législation, c'est pas sur les situations extrêmes, c'est sur les situations courantes en réalité qui constituent des violations de la loi ou des difficultés en termes éthiques. Et c'est celles-là qui doivent être analysées, passées au crible et effectivement être filtrées par le processus de recueil des alertes. Ça, c'est un point qui est fondamental. Et je voulais juste rebondir sur le pourcentage de 4% des alertes qui ne sont pas justifiées. C'est effectivement un problème de culture. C'est effectivement un problème de responsabilisation en fait des acteurs, donc effectivement les salariés ou d'ailleurs tout lanceur d'alerte, puisqu'on dit les salariés, mais ça peut être bien d'autres personnes. Mais c'est aussi parce que la législation elle est bien faite. Et là, je vais insister sur ce point-là. Franchement, il ne faut pas que les entrepreneurs aujourd'hui se disent oulala, je vais mettre en place en fait un dispositif qui finalement, je ne sais pas trop comment il fonctionne, il va être une contrainte en fait dans mon entreprise. Non, la qualification du lanceur d'alerte est liée à tellement de conditions qu'en réalité, effectivement, pour que le lanceur d'alerte lance effectivement cette alerte alors qu'il a été formé préalablement, qu'effectivement on lui expliquer ce que c'était, en réalité, ça va conduire à des alertes justifiées. Philippe, il y a à nous rappeler, en tant qu'homme de l'art et homme de la loi, à nous rappeler quels sont les sujets, même si ils ne sont pas exhaustifs, les grands thèmes sur lesquels les lanceurs d'alerte peuvent se positionner. Alors ça, c'est vaste, parce qu'en réalité, c'est toute infraction. Puisque le texte vise en fait les crimes, les délits, les manquements graves à la loi, au règlement, aux engagements internationaux approuvés ou ratifiés par la France. Donc autant vous dire que ça couvre quand même un spectre extrêmement large. Mais si on revient de manière concrète en fait à ce qui nous intéresse, c'est-à-dire l'organisation du travail, les collaborateurs et notamment ceux qui sont concernés par des responsabilités en matière de paye, puisque c'est ça bien le sujet qui nous réunit aujourd'hui, effectivement, c'est toutes les infractions délictuelles en matière de réglementation relative au Code du travail ou au Code de la sécurité sociale. Autant vous dire que c'est extrêmement vaste. On parlait de travail illégal, bien sûr le travail illégal qui se décline d'ailleurs en différentes infractions. Ça peut être également des problématiques de main-d'œuvre étrangère, ça peut être des problématiques de harcèlement moral, sexuel, discrimination, agissement sexiste, etc., etc. Donc autant vous dire que c'est extrêmement large. Donc oui, effectivement, lorsque moi, collaborateur dans une entreprise appartenant à une équipe RH, j'ai une fonction paye et que je me rends compte qu'à un moment donné, j'ai pas respecté les minima conventionnels, que par ailleurs j'ai du recours aux heures sup, mais qui est strictement organisé parce que finalement, c'est des salariés que j'ai soumis à une convention individuelle de forfait en jour alors que j'ai pas d'accord. Typiquement, voilà une situation qu'on peut rencontrer. C'est pas issu de mon imagination fertile. J'ai un vrai sujet. Parce que dans ce cas-là, c'est du travail dissimulé, je le sais. Et aujourd'hui, sur le résultat du sondage que je vous parlais antérieurement, la première position des alertes, c'est effectivement les sujets d'RH. En deuxième, on aura les problèmes d'irrégularité financière. Mais la première position, c'est tout ce qui est en RH. Et bien sûr. Et je pense qu'il faut, en plus, faire plus attention, il y a plus de détails. On n'a pas regardé, par exemple, les cas psychosociaux, on en parlait. Et aujourd'hui, il y a les signaux faibles et une série d'informations qu'avant, on ne voyait pas dans les signalements. Et aujourd'hui, on commence à analyser et à comprendre. Et on a des conseillers externes qui sont capables de faire un travail vraiment assez professionnel, d'être capables de détecter des choses que normalement, à première vue, on ne voit pas dans les alertes. Oui, cette notion de risques psychosociaux est assez importante quand on voit l'évolution législative qu'il y a en matière de prise en charge par les accidents du travail sur le sujet. Donc, en fait, on est au cœur du débat. C'est pas pénal, Solange, quand même. Attention, mais non, c'est pas pénal. Mais non, ça n'est pas pénal. Mais tout de même, je vous posais la question de quels sont les spectres d'intervention. Mais en fait, le sujet RH est très, très principal. Alors, on a évoqué beaucoup de choses. On ne peut pas tout aborder, quoique on se reverra une autre fois, de toute façon. Mais ce qui va nous intéresser là, pour clore notre table ronde, c'est d'avoir à se poser techniquement, pratiquement parlant, quels sont les outils que l'on doit mettre en place ? Parce que, en fait, ceux qui vont vous écouter vont se poser la question de « c'est bien, ils ont bien parlé, ils ont bien dit les choses, mais je fais comment demain ?» Techniquement parlant, pour mettre en place, on a bien compris, et Sophie nous l'a bien rappelé, et vous tous, qu'il y a une obligation après la mise en place des outils d'une communication pour que ce soit vertueux. Amine, vous l'avez rappelé tout à l'heure, ça ne sert à rien. Mais quels sont les outils ? Alors, vue globale, déjà il faut intégrer l'outil du signalement d'alerte dans la gestion des risques dans une organisation. Et aujourd'hui, on parle de gestion intégrée des risques, parce que les réglementations modernes, la loi anticorruption, donc Sapin 2, bientôt Sapin 3,
on attend ça. L'AFA demande un micromanagement, une traçabilité absolue et le principe du rendre compte, donc la fameuse accountability anglo-saxonne. Par exemple, il y a des entreprises qui commencent à sortir des solutions de gestion intégrée des risques. En Europe, Smart Global Governance, on en fait partie, mais on travaille effectivement avec des experts qui proposent des outils vraiment spécialisés sur des choses et qui sont là depuis des années et qui savent bien travailler. Donc ça, c'est le premier point, avoir une version transversale de l'ensemble des risques. Une fois, pour parler du signalement d'alerte, encore une fois, il faut démystifier. La technologie est accessible aujourd'hui. Elle est accessible à la fois en termes d'usage. Il ne faut pas être ingénieur en informatique, sortir du MIT, pour savoir si on est juriste, si on est RH, si on est simple employé quelque part, sur son smartphone ou même par téléphone aussi. Claudio et Amine pourront en parler tout à l'heure, comment on décline ça. Il y a des solutions techniques. D'un côté budgétaire, pareil, autant il y a quelques années, c'était très compliqué à trouver. On en revient sur le ROI, le fameux, toujours pareil, pour convaincre les décisionnaires, il faut en parler. Aujourd'hui, les solutions qui sont sur le marché, et il y a des vraies solutions solides en Europe, permettent d'aboutir à ça. Et troisième point, une fois qu'on a dit ça, on en revient, le point de Sophie tout à l'heure, il faut y aller, il faut décider. Et ça dépend de chaque entreprise. Mais la première question que tu as posée de mémoire à Amine, oui, les ETI et les grands groupes peuvent se le permettre, mais les TPE, PME, à partir de 50 personnes, peuvent également se le permettre. Il y a des solutions de services managés, notamment, etc. Mais ça, on peut peut-être en parler tous les deux. Ouais. Mais spécifiquement au niveau du dispositif d'alerte, dispositif d'alerte professionnel, moi, je pense qu'il y a deux parties importantes. La première, c'est le recueil de l'alerte, le signalement. Donc, on n'a pas un canal, on a des canaux. Il y en a qui ont des avantages sur d'autres, mais on peut avoir un email, on peut avoir cette boîte en face du bureau de RH, on peut avoir des outils plus intéressants ou ça peut être plus anonyme, comme c'est une page web, où ça permet aux lanceurs d'alerte d'avoir un canal de dialogue, même s'il est anonyme. Et on peut avoir une messagerie téléphonique ou une interface téléphonique. Donc ça, c'est un côté. On reçoit l'alerte, on le reçoit selon les conditions, selon une sorte de secteur. C'est vrai que si on est dans un pays, au bout du monde où il n'y a pas vraiment d'Internet et donc il faut qu'on ait un téléphone, bon, on recueille l'alerte. L'important, la deuxième partie, c'est l'outil de gestion des cas. Il faut qu'on soit capable de recueillir toute l'information des différents canaux dans une plateforme qui permet premièrement la confidentialité et la sécurisation de l'information. Ça se secure. La traçabilité. Après ça, selon la législation européenne, ces données-là doivent être sauvegardées sur le territoire européen et ne doivent pas être copiées à l'extérieur. On a tout la conformité de RGPD, donc on doit effectivement anonymiser ou effacer les données. Personne en avait parlé au début, je l'avais dit. Et la traçabilité, que j'ai aussi parlé, donc à un moment donné, qui va être responsable de recevoir l'alerte? Peut-être qu'on va avoir des niveaux, on va avoir des référents de niveaux qui vont le recevoir. On va dire, c'est un cas de fraude, c'est un cas de discrimination, c'est un cas de problème lié à l'environnement. Et donc, on va l'envoyer vers une deuxième équipe de spécialistes qui vont être soit à l'intérieur de l'organisation, soit pour des structures qui n'ont pas cette capacité-là vers l'extérieur. Et donc, à un moment donné, on va avoir une traçabilité complète de qu'est-ce qui s'est fait au niveau du cas. Donc, c'est très important. Donc, un outil pour recevoir les alertes et un outil de gestion des cas pour donner le suivi et maintenir une traçabilité et des preuves de l'expédient du cas qu'on a mené. Et dans cette deuxième phase, il faudra intégrer donc le traitement d'alerte, c'est-à-dire l'enquête qui devrait être menée. Cette enquête devant effectivement présenter un certain nombre de garanties. Première garantie, la confidentialité et l'anonymisation, ça c'est très clair. La deuxième, c'est que compte tenu de la nature des infractions possibles, on sait que c'est des infractions notamment financières, qu'on soit en capacité de pouvoir, au niveau de l'entreprise, faire en sorte que si on fait l'objet ensuite d'investigations de la part du parquet financier, parce que c'est quand même un petit sujet ça, on ait finalement mis en place un processus qui, compte tenu du fait qu'il respecte un certain nombre de dispositions du Code de procédure pénale, est opposable, ou en tout cas pris en compte par les autorités judiciaires, de façon à préserver la responsabilité de l'entreprise.
Ça, c'est fondamental. Et le dernier point, c'est que effectivement assurer la confidentialité, c'est-à-dire le fait que non seulement on l'assure au regard du lanceur d'alerte, mais si on est l'objet d'une procédure tierce, qu'on puisse protéger en fait notre enquête par rapport à cette procédure tierce. Donc là, effectivement, le recours à des prestataires extérieurs, et là, pour le coup, je prêche pour ma chapelle, mais je le dis parce que c'est vraiment très important, le recours à un avocat enquêteur permet de placer en fait cette enquête dans le périmètre du secret professionnel des avocats, et comme l'a dit Sophie tout à l'heure, eh bien, c'est inviolable. Tout à fait. Merci Philippe sur ça, et je rebondis aussi sur ce que disait Claudio. Au-delà de l'outil, au-delà également je dirais des conseils qu'on peut avoir, faut établir un processus clair au sein de l'entreprise, au sein de l'organisation. C'est vrai que souvent on va discuter avec des entreprises qui, lorsqu'elles sont des PME notamment, pourquoi je parle de PME, parce que c'est là où on a, nous en tout cas, le plus de clients, et donc elles vont je dirais, sous-estimer peut-être le temps à passer sur cette organisation. Donc il faut bien réfléchir, lorsqu'on met en place également un outil, qui soit interne ou externe, ou même une boîte mail, se dire, tiens, est-ce que d'une, ça respecte la réglementation? Là, on va lire peut-être notamment les données personnelles, on va aller se tourner sur le site de la CNIL et on va lire ce que recommande la CNIL sur les dispositifs d'alerte. Et dans le cadre du traitement des alertes, la CNIL, eh bien, elle est très objective. Elle vous dit ce que vous devez faire et les obligations qui vous incombent lorsque vous êtes une organisation et que vous souhaitez mettre en place un système d'alerte. Et vous vous rendez compte, en lisant le référentiel de la CNIL sur les alertes professionnelles, vous pouvez chercher sur Google, vous allez le trouver directement, qu'une adresse mail n'est pas suffisante, bien évidemment. On va télécharger la certification, la norme ISO 37001 et la 37301 pour 138 € et quelques, je crois. Et là, tout est indiqué, vous pouvez le faire vous-même. Tout à fait, tout à fait. Et c'est ce qui est super aujourd'hui, c'est que sur Google, on trouve quasiment beaucoup d'informations, même trop parfois. Et donc, c'est vrai qu'on sous-estime souvent le processus à mettre en place dans le cadre du traitement de l'alerte et surtout la remédiation. Et en cas d'alerte grave, complexe, moi, je recommande systématiquement de se faire accompagner d'un avocat parce que aujourd'hui, lorsqu'on est une PME, clairement, on se met clairement en risque si on souhaite gérer des dossiers liés à de la fraude ou même du harcèlement sexuel, où on a un même auteur des faits qui va aller créer des soucis en interne. Donc oui, systématiquement venir accompagner et le prévoir dans son processus, en fait. Il faut dépersonnaliser, il faut dépassionner le sujet. Et c'est là où la froideur de l'outil digital, de l'outil technologique, se met effectivement bien au milieu. Alors on remet l'église au milieu du village, comme on dit souvent. Mais et en fait, cette évolution des technologies, ça permet aussi de revaloriser le rôle des experts, des consultants et des avocats, parce qu'à un moment donné, on était tellement sur le business, comme disait Amine, et le retour sur investissement. J'insiste encore là-dessus. Finalement, les entreprises disent moi, j'ai pas besoin d'un avocat. Je n'ai pas besoin d'un consultant, là, je vais le faire tout seul, je vais faire moi-même, je vais aller sur Google, etc. Non, en fait, le fait que les technologies sont de plus en plus fines, de plus en plus fiables, de plus en plus abordables, en termes de connaissances, d'usage et de budget, eh bien, tout le budget que l'entreprise ne va pas mettre dans l'outil de technologie, il va pouvoir le mettre en amont, comme disait Claudio tout à l'heure, pour sécuriser la stratégie et la mise en place de tout ça, avec des consultants qui connaissent la chose, et en aval, si jamais il y a un risque avéré, moi, je suis patronne, je suis patron, je suis au conseil d'administration, je ne vais pas pouvoir aller tout seul au tribunal, ou s'il y a la FA qui descend, ou s'il y a la CNIL qui descend, absolument. On va revaloriser tous ces métiers-là, parce qu'il faut avoir conscience, peut-être, et ce sera peut-être pour moi la conclusion de tout ça, on fait toutes et tous partie d'un écosystème. Et aujourd'hui, même si on est concurrent, même si on est sur des marchés qui n'ont rien à voir, etc., arrêtons de travailler en silo dans les organisations, arrêtons d'être en silo à l'extérieur. C'est comme ça qu'on pourra être plus vertueux, je pense. Olivier, moi, je voulais rebondir sur ce que Amine a dit sur l'externalisation, qui était importante et que Philippe a marqué. Aujourd'hui, quand on est dans les PME, on se retrouve avec le souci qu'il y a des fois une impartialité interne. On a aussi un conflit d'intérêts au moment de recevoir une alerte parce que on connaît la personne et ce sont des barrières qui vont empêcher éventuellement d'être capable de recevoir l'alerte. Donc, d'avoir une instance externe, un cabinet d'avocats spécialisé dans la partie qui va faire ce travail d'intermédiaire, ça donne de la confiance dans l'entreprise où le lanceur d'alerte dit « Ah, je fais l'alerte sur l'entreprise, mais elle est reçue par un tiers et qui va être impartiel
et qui va pouvoir analyser objectivement, il va pouvoir dialoguer avec moi si nécessaire et pouvoir faire des recommandations claires vers l'entreprise. Ouais. Je pense que c'est Tout à très fait. important pour les PME. Oui, tout à fait, Claudio. Et ça me fait penser à une discussion que j'ai eue récemment avec un directeur juridique d'une société pharmaceutique qui a moins de 2000 salariés. Et il me disait, en fait, l'outil, sur ces dernières années, lorsqu'on l'a mis en place, en fait, ça a été une courbe d'apprentissage pour nous. Et on l'a mis en place pour les salariés, mais également pour nos fournisseurs. Et on a eu des remontées de cas, qui n'étaient pas forcément de la fraude ou de la corruption, etc., parce qu'il n'y a pas ces cas-là en entreprise, en tout cas d'après ce que me disait le directeur juridique, mais il m'a dit, nous, ça nous a permis de mettre en place des plans de remédiation sur des processus, par exemple la revue annuelle de chaque salarié, on est en plein dedans là, dans nos déclarations, eh bien, lors des revues annuelles, on avait des collaborateurs qui étaient mécontents de leur revalorisation ou grosso modo parfois qui pouvaient sentir de l'injustice, eh bien, on a revu ce processus-là. On a expliqué aux collaborateurs pourquoi cette décision a été prise et on a expliqué aussi aux managers surtout qui étaient en charge de la notation des collaborateurs comment bien noter de manière impartiale les collaborateurs, etc. Donc pour eux, ça a été un outil pas seulement de détection de problèmes, mais vraiment d'amélioration également des processus internes, RH, pour les fournisseurs, charte fournisseurs, etc. Donc je trouve que ça a été assez vertueux. Et il a vu le bénéfice directement en termes de retour sur investissement, déjà social, et puis également auprès de ses fournisseurs qui étaient traités parfois de manière injuste. Et il a pu voir que les commerciaux, grosso modo, prenaient plus de marge sur certains fournisseurs. Donc parfois, ça peut être un outil quand même extrêmement utile pour les directions générales. Et quand on parle, pardonnez-moi, je vais ajouter, c'est important, quand Amine parle de processus, moi je vois deux éléments importants. Le premier, c'est la procédure de comment l'organisation va gestionner l'alerte qui arrive. Qui est responsable de quoi? Est-ce que c'est interne ou externe? La deuxième, c'est la politique du lanceur d'alerte. C'est-à-dire comment je vais communiquer à mes employés, aux personnes qui sont potentiellement lanceurs d'alerte, qu'est-ce que je vais faire avec leurs informations? Comment je vais les mettre en place et comment je vais garantir leur confidentialité, leur sécurité? C'est une question assez délicate qui pourra peut-être donner lieu à une autre table ronde, je pense. Parce qu'on s'approche de la fin tout de même de cette table ronde. Vous avez été d'une efficacité, d'une éloquence plus que assez, très appréciable. Je pense que la libéralisation générale de la parole nécessite, par rapport à toutes les conclusions que vous avez tous et chacun données, une organisation obligatoire au sein des entreprises parce que de toute façon, on ne peut plus arrêter ce processus de libéralisation de la parole, que ce soit dans les entreprises, que ce soit dans les familles, que ce soit à l'extérieur. Tout le monde est dans un processus aujourd'hui, quelles que soient les organisations, de la libéralisation de la parole. Ce qui nous intéresse là aujourd'hui, c'est dans les organisations du travail, RH et paye, parce qu'elles sont au cœur du recueil, ou spectatrice, ou alors au cœur du théâtre d'un certain nombre de pratiques qui peuvent être sans doute non respectueuses de la réglementation. Je vais simplement vous remercier pour avoir pris ce temps avec nous et pour la NFP d'avoir partagé ces informations. On est heureux à la NFP de vous avoir accueilli et que vous puissiez, pour toutes ces personnes qui vont pouvoir vous écouter, faire prendre conscience de cette nécessité d'organisation, cette nécessité d'avoir recours à des hommes de l'art et des hommes de loi aussi pour organiser cela, non pas parce que c'est facile de le faire, mais parce qu'il y a toujours besoin d'un tiers extérieur pour pouvoir gérer des problématiques aussi importantes que celle-là. On ne fait pas de l'automédication surtout. Il y a une limite à l'automédication, si je peux me permettre de prendre cette analogie. Et sur des sujets aussi importants que cela, on peut foutre en l'air, on le sait, de façon assez triviale, on peut foutre en l'air une entreprise parce qu'on n'a pas géré ces sujets-là. Merci à tous, autant que vous êtes. Merci. Et je vous invite à notre deuxième table de ronde sur ce sujet parce que je pense qu'on aura à se revoir dans 6 mois à peu près et on aura à inviter sans doute des directeurs de ressources humaines et des directeurs généraux et directrices générales pour échanger sur des éléments pratiques aussi, et puis des directrices paye et administration du personnel qui auront sans doute aussi à témoigner de pratiques
particulière. Merci à tous. Si. Merci Solange, merci tout le monde.